August the 26th, 1944. General Charles de Gaulle has just returned to Paris. For residents, it means deliverance after 4 years of occupation. The night before, from the town hall, the leader of Free France addressed the crowd. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. It's a moment of national reconciliation. De Gaulle's fiery words overshadow the memories of a battle that finally saved Paris from the Germans. In 10 days of combat, 582 Parisians died. General Leclerc's 2nd Armored Division lost 141 men. The American 2nd Armored Division lost 71. 3,200 German soldiers perished. As a journalist and historian, I wanted to know what actually happened in Paris between August the 19th and the 30th, 1944. I have collected accounts. Juste à cet endroit-là, il y a un panthère qui était stationné là, en face des Champs-Élysées. And clues. Les livres ont aussi été des victimes de la guerre, finalement. Enthusiasts of living history have recreated conditions of the struggle for it. Il faut savoir que le 19 août, en fin de journée, les résistants n'ont plus de munitions que pour quelques heures. Dès le premier jour de l'insurrection. Specialists from the French army explained urban combat to me. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, vous avez... C'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux. In the heart of the City of Light, I've deciphered one fateful battle. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris qui est donné par le Führer. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris. It is the story of the foolhardy courage of a handful of resistance fighters joined by a group of free French and American men. Together, they went through all the trials, faced all the dangers, and never renounced the fight to accomplish their dream, the liberation of Paris. August 1944. For 4 years, the swastika flag flies at the top of the Eiffel Tower. 4 years of deprivation, of humiliation, and indiscriminate repression for most Parisians. At intersections, signs reaffirm the presence of the occupier. The old Paris is fading away. It is now the nerve center of the German occupation. All of Western Paris is occupied. The Luftwaffe is installed at the Palais de Luxembourg. The intelligence and counter-espionage services have taken the Lutetia Hotel. The High Military Command in France is at the Hotel Majestic, Avenue Kléber. The security police, including the infamous Gestapo, haunts the Étoile district. Several barracks are implanted in the city, including one at the military academy. Staff services occupy Les Invalides. The Kommandantur appears in big letters at the Opera. The military tribunal of the Wehrmacht is located at Rue de Varennes. On August the 7th, 1944, General von Choltitz receives his new command from Hitler himself. For the Führer, the defense of the city he visited briefly in June 1940 is an absolute priority. Yet the news is not good. After the Allied landing on the Normandy beaches on June the 6th, another landing takes place in Provence on August the 15th. The 1st French Army and 3 US infantry divisions are getting ready to go up the Rhone Valley. Barely arrived in Paris, von Choltitz organizes a parade intended to display its forces to the Parisians. The German general is not a pushover.
He had previously deported 50,000 Jews and distinguished himself in Rotterdam and Sevastopol. He had reduced the Russian city to a heap of rubble. But does he have the military means to hold Paris? Gilles Primeau has devoted a part of his life to the history of the liberation of Paris. For years, he has been compiling testimonies, collecting evidence, and paying tribute to the fighters who died for freedom. On est au mois d'août 1944, les Américains ont débarqué en Normandie le 6 juin. Normandie où von Choltitz d'ailleurs a eu un commandement. De quelle force dispose von Choltitz pour défendre Paris? Pour défendre cette ville, von Choltitz dispose d'environ 20 000 hommes. Ce ne sont pas des troupes d'élite, ce sont des soldats assez âgés. Beaucoup d'employés d'état-major qui sont restés sur place. Il va les intégrer aux 3-4 régiments de sécurité qui sont en place. Et il va bénéficier de la présence et du passage de troupes qui viennent de Normandie. C'est comme ça qu'on retrouve des SS au fort de Vincennes, on retrouve des Géorgiens de l'armée Vlasov au fort de Romainville. Est-ce qu'il a des blindés à sa disposition, de la DCA? Il a une grosse dizaine de chars. Il est équipé en DCA et il a une ceinture de canons de 88 dans le sud-ouest de la région parisienne. Est-ce que Paris a été fortifié? Les Allemands ont fortifié des endroits stratégiques qu'ils occupaient, l'hôtel Majestic, les jardins du Sénat, et puis dans beaucoup de rues, on trouvait des casemates, des petits bunkers. Et quels sont les ordres que le Führer lui a donnés quand il a pris son commandement de ses mains, justement? Quand il prend son commandement, les ordres sont de maintenir le passage libre. Les troupes qui se replient de Normandie doivent passer par Paris et par les ponts parisiens. Et par les ponts parisiens. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les ordres vont changer et cela va être de détruire les usines, détruire les ponts. Donc il y a quand même un ordre de destruction de la ville de Paris qui est donné par le Führer? Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris. Mais dans l'intention de Adolf Hitler, c'est quoi? C'est faire de Paris un nouveau Stalingrad? Un nouveau Stalingrad, peut-être pas, un nouveau Varsovie, comme ça se passe en même temps en Pologne, oui, tout à fait. From August 1st, 1944, the Warsaw Ghetto rebelled. Germans did not give quarter. They reduced the Polish town in a pile of ashes. Paris could suffer the same fate. In his destructive madness, Hitler even wants to send to the capital one of the monsters of his artillery, the mortar Karl, whose 2-ton shells could puncture 45 centimeters of steel. In Paris, the pressure rises. The capital is on the brink of asphyxiation. The factories are shut. The sabotage of railways prevents the resupply of the German garrison and of Parisians. Gas is removed. Electricity is a rare commodity. 2 million bicycles have replaced cars due to a lack of gasoline. Economic life is totally paralyzed. The railway workers have been on strike since August the 10th. On the 15th, the police also stopped working. The Germans begin to feel fear. They have disarmed the police of Agnières and Saint-Denis. 2,500 deportees have left Pantin for the death camps. The next day, 35 young resistance fighters are shot in the Bois de Boulogne. Before the end of the month, 26 prisoners will be executed at the castle of Vincennes. The youngest is 17 years old. On August the 17th, 1,500 civil servants protest outside the town hall. The following day, the postal workers and nurses join the movement. In the afternoon, trade unions call all workers to strike. A poster appears on the walls of the city. It is the call for general mobilization. All Parisians must join the ranks of the French forces of the interior. Gilles, sur les affiches qui fleurissent le 18 août 1944, il y a une signature à poser. Colonel commandant la région, signé Roll. Qui est ce Roll? Le colonel Henri Roll-Tanguy, 36 ans,
est un militant communiste et syndicaliste qui s'est porté volontaire pour la guerre d'Espagne, où il a été commissaire politique, et qui a été nommé chef des FFI de la région P1, Île-de-France, pour l'insurrection. Mais il est colonel, mais il est colonel de quelle armée? Qu'est-ce qui lui confère ce titre de colonel? L'armée des FFI, des Forces françaises de l'intérieur, a été créée en février 1944. Elle est sous le commandement du général Koenig à Londres. Avec le général de Gaulle. Avec le général de Gaulle, représentée en France par le délégué militaire national Chaban-Delmas. La France est divisée en 12 régions. La région P1, Île-de-France, a été confiée au colonel Henri Rol-Tanguy. Et dans ces forces qui ont été agrégées pour créer les FFI, il y a quoi? Ce sont des groupes résistants différents, c'est ça? Exactement. Les FFI regroupent l'organisation Résistance Armée, l'ORA, l'AS, Armée secrète, les Corps francs des murs, Mouvement uni de résistance, et les FTP, francs-tireurs partisans communistes, que Rol-Tanguy connaît bien puisqu'il les a organisés en 1942. Donc si je comprends bien, le colonel Rol-Tanguy est donc le patron en Île-de-France de toutes ces forces, d'accord? Il va les coordonner, mais physiquement, où est-ce qu'il se trouve exactement? Alors, à la veille de l'insurrection, le PC de Rol-Tanguy se trouve rue de Meaux dans le 19e arrondissement. Dès le 20 août, il va venir s'installer ici, place d'Enfer Rochereau, dans ce bâtiment. Le bâtiment qui est juste là? Voilà, le service des eaux de la mairie de Paris. Mais là, il est au vu et au su des Allemands, tout le monde peut savoir qu'il est là. Alors, il a installé son PC en sous-sol, d'où il dispose de communications téléphoniques, et les diverses issues lui permettent de recevoir ses agents de liaison qui viennent au nez à la barbe des soldats allemands qui patrouillent dans les rues. The headquarters of the FFI's Chief of Île-de-France is located 26 meters underground. It is a passive defense shelter organized in 1939, connected by underground galleries with the d'Enfer Rochereau station and the catacombs. 100 steps will take you outside. A telephone exchange ensures a permanent connection with the passive defense positions, the water department, the metro, and the police headquarters. Totally dilapidated, Colonel Roll's headquarters have become inaccessible. But a member of the Paris Underground, Gilles Thomas, has managed to open the doors of another very secret place. A passive defense shelter located a few hundred meters from the Place d'Enfer Rochereau under the Cochin Hospital. Pendant toute l'insurrection, Rol-Tanguy est resté dans l'abri d'Enfer Rochereau. On peut considérer que du 20 au 25 août, il était dans l'abri place d'Enfer Rochereau, mais Rol-Tanguy est sorti de temps en temps parce qu'il avait des rencontres à faire au niveau de la préfecture de police ou des choses à observer par lui-même, mais le PC a été utilisé effectivement du 20 au 25 août, donc sous les pieds des Allemands. Et pourquoi avoir choisi un abri sous d'Enfer Rochereau? Il y en avait d'autres dans Paris? Il avait plusieurs avantages, c'est qu'il avait ses moyens de communication qui étaient non surveillés et non surveillables par les Allemands. Il était sur la route qui était envisagée comme une des routes que pourraient emprunter les libérateurs. Et il était à grande profondeur et avec de nombreux accès, donc ça permettait de ne pas être un abri souricière. C'est-à-dire que s'il avait été attaqué, Rol-Tanguy et ses hommes auraient pu se sauver par n'importe quel accès qui menait aux carrières. Donc là, typiquement, ici, on a une sortie. Typiquement, cet abri, comme tout abri, a au moins un accès principal et une, voire plusieurs sorties de secours. Et quand on est dans les carrières souterraines, on a des dizaines, voire 200 sorties de secours pour remonter à la surface. Ici, on se trouve face à un escalier en colimaçon, en béton, et qui est strictement similaire à celui que Rol-Tanguy a utilisé le dimanche 20 août, quand il est passé du bâtiment de la rue Schulcher à l'abri qui est sous la place d'Enfer Rochereau. Il descend par un escalier strictement similaire à celui-là. C'est assez impressionnant. Sacrée balade. Donc, quand on franchit cette porte, comme on est au niveau des carrières, on rentre directement dans la carrière. Et quand on est dans une carrière, on a des sorties de secours partout, puisqu'on en compte plus de 200 dans Paris. Et les résistants disposaient d'un plan des carrières? En fait, le docteur Sutel, qui lui était à l'hôpital Sainte-Anne, avait d'abord découvert les carrières en 1943. À partir de l'abri de défense passive qui était sous Sainte-Anne, il s'est mis à parcourir les carrières et à faire un plan pour le plaisir.
Et en début 44, il décide de donner ce plan à la résistance. Et par exemple, ici, on voit un lorgnon qui est dessiné sur le plan du docteur Sutel parce que le plan qu'il est en train de faire, il veut qu'il soit utilisable par toute personne, même si elles n'ont jamais mis les pieds sous terre. Il a fait un plan à main levée. Il descend sous terre, il n'a pas d'autre moyen, il a un stylo et puis il fait un plan à main levée. C'est tout à fait à main levée. Il va compter le nombre de pas, il regarde à la boussole s'il tourne plus ou moins de 90 degrés, etc. Et il fait son plan qui est pratique pour circuler, mais qui n'est pas un plan topographique exact. Mais dessus, pour que les résistants puissent l'utiliser si jamais ils en avaient besoin, ben, il positionne des tas de choses qu'il voit dans la carrière. C'est-à-dire, ici, un graffiti, il le dessine, ou des inscriptions gravées, il met tout ça en se disant, les résistants, ils voient quelque chose sur un mur, ils regardent sur le plan, ils pourront l'utiliser. Il le fait vraiment pour la résistance. C'est passionnant. C'est combien d'heures et d'heures de descente sous terre? C'est phénoménal. C'est des centaines d'heures. Et il y passait ses loisirs, il y passait ses nuits. Quand il était de nuit à l'hôpital, et ben, quand effectivement il s'apercevait qu'on n'aurait pas besoin de lui, il descendait, il parcourait les carrières. Donc ça, ce sont des graffitis qui ont été faits par des visiteurs occasionnels avant que Sutel ne fasse son plan. C'était déjà là à l'époque, en fait. C'était déjà là en 43. Donc on passe à l'endroit où Sutel est passé pour faire son plan pour la résistance. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fait les carrières ont joué un rôle primordial dans la libération de Paris? Ah, on peut parfaitement le dire, il n'y a aucun problème. L'insurrection de Paris est venue des sous-sols de la capitale. Donc ces sous-sols qui avaient été aménagés pour la défense passive, eh bien, au moment de l'insurrection, cette insurrection a été coordonnée des sous-sols de Paris. Donc des sous-sols de Paris est venue la libération de la capitale. At sunrise on Saturday, August the 19th, 1944, several hundred plainclothes police officers take over the police headquarters. They transform the building into a stronghold. They pack bags in doorways or windows, distribute weapons and identify escape routes via the underground and subway tunnels. At 10 a.m., they hoist a huge French flag atop the building. The men present in the courtyard sing a vibrant Marseillaise. The insurgency is now truly underway. On Friday, August the 18th, a resistance group, the FTP, had taken over the town halls of Montreuil, Lila, and Bondy. On Saturday the 19th, they take the town halls of Saint-Denis, Neuilly, Vitry, and Aubervilliers. At 7 a.m., the town hall of the 1st District, then Les Halles, and a central position in the Rue de Louvre. They protect the gas factories in La Villette. In the 3rd District, they're fighting in Place de l'Odéon, on the Boulevard Saint-Germain, Place d'Italie, and on the Boulevard Saint-Michel. Shots crackle in the 17th and 19th Districts. At 2 p.m., they repel an attack by 600 Germans. The whole city is a battlefield, with the number of combatants estimated at 5,000. In addition, 18,000 police officers, including the Brigade C, remain in uniform. In the call to mobilization, they're ordered to wear a blue, white, red armband bearing the Lorraine Cross. The fighters have very strict instructions. They should in no case lock themselves inside captured buildings. They must exit and carry the fight to the German rear and engage the battle everywhere at once. Easier said than done. I wanted to know how the fighting took place in this special urban environment. The place to find out is the Actions Training Center in the urban area of Sisson in the Aisne. Votre radio vous a lâché, mon capitaine? Non, non, elle est partie déplacer le véhicule. Je vais le rejoindre là. Il y a quelque chose qui m'apparaît quand même. Il y a zéro place à l'improvisation, en fait. Là, vous êtes sur des protocoles super précis. Oui, effectivement, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les actes élémentaires et les actes réflexes du combattant que chaque soldat apprend dès son incorporation. Land vehicles advance in, covering fighters crossing a street or entering a building. Moves like this are repeated during training to be reproduced in urban areas, an environment which requires precision and coordination. Here,
an infantryman can be isolated very quickly, lost in the middle of civilian populations, or a victim of friendly fire. The feedback on experience from some recent engagements in Iraq and Syria demonstrate that it takes over an hour to take a city block. La zone urbaine demande d'être encore plus fort dans les gestes primaires du combattant, quoi. La ville ne pardonne pas, la ville ne fait pas de cadeaux. Allez, marquage sur la porte. Et là, pour vous, ça se passe bien? Là, ça se passe bien, c'est méthodique. Justement, on ne cède pas à la précipitation. On cherche à chaque fois les réalignements. On fait bien des pauses logistiques qui permettent d'évacuer les blessés, de les traiter, de réavitailler. Donc on est vraiment sur les bons procédés d'exécution. Et on a une unité qui au final, prend l'ascendant sur l'ennemi parce que justement, elle est procédurière et ça se passe bien. Ça veut dire que le temps économise le sang. Exactement, c'est exactement ça. Là, en ennemi résiduel, il reste que 2 ennemis. Mais vous vous rendez compte que même 2 ennemis en zone urbaine, bah, ça suffit quand même à fixer un sous-groupe. Oui, c'est ça. C'est quoi le rapport? C'est quoi? 6 contre 1, 10 contre 1 localement. D'accord. Ça veut dire qu'un seul défenseur peut arrêter 6 assaillants. Ça, ce sont les gabarits de doctrine qu'on a établis. D'accord. Donc c'est difficile de combattre en zone urbaine. C'est une zone qui, a priori, profite surtout aux défenseurs et c'est pour ça que pendant longtemps, l'action en zone urbaine était évitée et puis même l'action en zone urbaine se limitait à la guerre de siège. C'est ça qui est compliqué dans la zone urbaine, tous les dangers viennent de partout. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, c'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux, quoi. Tout à fait. Ce qui est incroyable pour moi, c'est de me dire qu'en fait, en 1944, les gars qui sont rentrés dans Paris, ils n'avaient pas du tout la formation que vous donnez aux groupes qui viennent ici, en fait. Donc c'était une découverte, la ville était une découverte pour eux. Mais l'instinct de survie est bien fait chez l'homme. Parce que quelque part, les rétex, mais ça vient de 1944, ça vient du débarquement et on fait évoluer les choses comme ça. Pour théoriser le combat que vous appliquez ici en ville, l'expérience vient aussi du passé et des combats avant. Absolument. On récupère des vidéos d'époque, pas des films, hein, vraiment des vidéos d'époque. On voit les premières avancées sous blindage de l'armée allemande derrière leur Panzer. On refait exactement la même chose maintenant. D'accord. Ah ouais, bien sûr. Et amélioré. Avec les technologies d'aujourd'hui. Donc en fait, vous êtes plongé dans l'histoire aussi. On Saturday, August the 19th, the first day of the insurrection, the occupation of the city by the FFI extends up to the Palace of Justice. The Place Saint-Michel is defended by the groups of FFI, with many plainclothes police officers involved. Any position likely to provide entrenchments usable in street combat is occupied. In front of the Café du Départ, a light machine gun is lined up. German forces that try to reach the police headquarters by the Saint-Michel Bridge come into a crossfire from the Palace of Justice, the police headquarters and Place Saint-Michel. At 2 p.m., a German tank coming from the Place du Châtelet fires on a building at the corner of the Boulevard du Palais and the Rue de Lutèce and ignites it. Then it positions itself on the Pavé de Notre-Dame. 6 other tanks come to support it. They open fire on the eastern door of the prefecture. One tank advances 30 meters, firing continuously, but a shower of grenades paralyzes it. From the beginning of the action, French fighters create a diversion at the rear. 200 to 300 men from the FFI, armed with rifles and machine guns, come out on Rue Saint-Jacques and spread out across the quays on the left bank. In Paris, a few German trucks still circulate, but the soldiers are worried, constantly on the lookout, finger on the trigger, ready to spray the facades of buildings and shoot any bystander deemed suspicious. The hostility of the Parisians is more and more evident. Some are already flying French flags on their windows. But the weapons and ammunition are cruelly lacking for the insurgents.
It is estimated that on the eve of the insurrection, the FFI has only 29 mines, 4 machine guns, 562 rifles, 825 revolvers and pistols, and 192 grenades. How did the resistance fighters obtain the weapons needed to win? An enthusiast of living history for years, Simon Delerole studied the strategies implemented by the resistance fighters during the first hours of the insurgency. Simon, la résistance n'a pas de blindés, elle n'a pas d'artillerie évidemment, et elle n'a pas beaucoup d'armes. Quelle est la tactique qu'elle peut appliquer au début de l'insurrection? Le premier objectif, ça va être de prendre le contrôle des mairies et des commissariats, et également de prendre le contrôle du réseau téléphonique, qui va être très important. Elle va permettre notamment d'envoyer des comptes rendus de situation au PC du colonel Rol-Tanguy. Qui lui est d'Enfer Rochereau. Tout à fait, et il va pouvoir envoyer des hommes en fonction des besoins. Oui, mais pour pouvoir faire la guerre, il faut avoir des armes à feu. Comment peuvent-ils faire pour en récupérer? Oui, effectivement, donc dans les premiers foyers, les combats vont se réaliser à l'arme blanche, au pistolet. C'est pour ça que les résistants vont appliquer à la lettre le mot d'ordre du colonel Rol-Tanguy qui va être « armez-vous par tous les moyens, récupérez sur l'ennemi avec un pistolet, prenez un fusil ». Donc ils vont former des petits groupes de résistants, de 2 à 3 FFI armés de fusils, qui vont être suivis par des hommes recrutés dans la foule, qui vont, dès que l'occasion se présente, récupérer les fusils et les redistribuer. Et il faut savoir que le 19 août, en fin de journée, les résistants n'ont plus de munitions que pour quelques heures. Dès le premier jour de l'insurrection? Tout à fait, dès le premier jour. Donc une trêve va s'imposer pour justement permettre de calmer la situation. The Swedish consul, Raoul Nordling, managed to intervene. He'd already permitted the release of 3,000 political prisoners who were to be deported. He negotiated a first truce of 15 minutes for the immediate vicinity of the police headquarters on the evening of Saturday, August the 19th. But within the resistance, opponents of the truce squabble. The communists want to keep fighting. After a new meeting of the National Council of Resistance, the truce is extended to Tuesday, August the 22nd at 4 p.m. But the fighting doesn't really stop. As of August the 20th, the resistance fighters have seized the town hall, but there is still a shortage of weapons and ammunition. At the same time, General de Gaulle arrives in Normandy. Eisenhower explains that the 3rd US Army is preparing to cross the Seine. Back at the end of July, the Americans had finally managed to break through. In Brittany, the Germans are confined to the ports. In Normandy, after the failure of their counterattack on Mortain, 2 German armies are trapped in the Falaise pocket. Landing in Provence on August the 15th, the Allied troops go up the valley of the Rhone. On the German side, the order of general re-entrenchment is given on August the 16th. Their direction, the Seine. The Americans are on their heels. It is there, near Mantes-la-Jolie, that the liberation of France enters a crucial new phase. Historian of the US 79th Infantry Division and author of a book on the landing, Régis Giard has followed the path traveled by the US troops from their arrival on the Normandy beaches. Bonjour Régis. Bonjour Serge. Ça va? Ça va? Je supposais bien que la libération de Paris ne s'était pas jouée que dans Paris, mais aussi dans ses alentours. Mais pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici, au nord de Mantes-la-Jolie? Parce que c'est là que les premiers soldats alliés traversent la Seine. Où exactement? Ici, sur le barrage. Sur le barrage? Le barrage de Méricourt. Et dans quelles circonstances traverse-t-il ce barrage? Alors on est le 19 août 1944, Patton a repris la 3e armée début août. Et il poursuit les Allemands partout, il envoie la cavalerie légère, les blindés, partout il décroche. Et le 19 août 1944, il arrive ici sur les bords de Seine. Et ils arrivent là. Et moi ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on refasse le chemin. Ça va refaire. Ouais, essayer d'aller voir si on peut traverser. Sur le barrage? Oui, sur le barrage. On essaye? Allez, on essaye. Allez, on essaye. Merci. Merci. Bon, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire pour raconter des histoires, les petites histoires de la grande histoire. Et c'est par là. Cette construction-là, par contre, elle est récente. C'est les années 60. À l'époque, c'est un barrage beaucoup plus basique avec une passerelle qui passe au ras du fleuve. Mais c'est exactement à cet endroit-là que sont passés les premiers soldats américains. C'est exactement le premier point de passage de la 70e division d'infanterie américaine.
C'est d'abord une patrouille avec un officier et 2 sapeurs du génie, l'après-midi du 19 août 44. Et la nuit, ça va être un régiment entier qui va traverser ici. Au départ, l'idée c'est de faire passer ce régiment à cet endroit-là? Non, au début, la stratégie, c'est de faire sauter la passerelle. Mais pourtant, un régiment va passer là dans la nuit du 19 août. Comment ça se fait? Ça, c'est un coup de Patton. Patton, sa stratégie, c'est toujours avancer. Donc quand il a su qu'une patrouille était arrivée de l'autre côté de la Seine sans rencontrer de résistance particulière, il leur donne le franchissement. Et donc les gars sont bivouac le soir 19 août. Ils sont réveillés et ils sont forcés de traverser le barrage sous la pluie. Mais au matin du 20 août 44, il a un régiment entier qui est sur la rive gauche de la Seine. Il a sa tête de pont qui commence. Bon, il ne nous reste plus qu'à traverser comme les Américains. On traverse. Allons-y. Encore une aventure, Régis. Hein? Ah oui, voilà sur la Seine cette fois-ci. Ouais. The crossing operations are first disrupted by a Luftwaffe brigade, but US anti-aircraft artillery shoot down 11 planes on August the 21st alone. This same day, German reinforcements arrive. The counterattacks continued for 5 days, but the Americans are holding out well. They concentrate 500 guns on the left bank of the Seine. On August the 23rd, they install a bridge in Mantes-la-Jolie. Là, Serge, on arrive à l'endroit exact où était le pont principal pour la tête de pont de Mantes. Ici, rien n'a changé, hein. C'est comme à l'époque, tout est là. Hein. La grue, la collégiale derrière nous, évidemment, les structures bétonnées tout autour. Et en plus, il pleut comme au mois d'août 1944. On est à peu près dans les mêmes conditions. C'est exactement les mêmes conditions. On est exactement raccord. Les Américains ont installé une tête de pont dans le nord de Paris. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs sur la Seine? Oui, elles sont moins importantes, mais il y a quand même 4 têtes de pont au sud de Paris. Alors, nord de Paris, sud de Paris, ça veut dire qu'ils contournent la ville. Est-ce que ça signifie que finalement, ils préfèrent contrôler la Seine plutôt que de prendre Paris? C'est presque ça, effectivement. Paris est plus facile à contourner qu'à attaquer directement. And for good reason. Landed in early August, the army of Patton alone consumes 5,000 tons of fuel per day. The supply lines are stretched dangerously. They'd have to transport the ammunition, food and medical equipment day and night. The repair and maintenance equipment lands continuously on the Normandy beaches. Pourtant, le général Eisenhower va quand même faire le choix stratégique de prendre Paris. Oui, il envoie 2 divisions. La 4e division d'infanterie américaine et la fameuse 2e division blindée du général Leclerc. Ça veut dire que la 2e DB est sous commandement américain à cette époque-là? Elle est sous commandement américain et le général de Gaulle n'exerce aucun commandement militaire sur Leclerc. Mais Leclerc va quand même forcer la main un petit peu des Américains pour rentrer dans Paris. Ouais, depuis qu'ils ont débarqué la 2e DB le 2 août 1944, leur objectif c'est clairement Paris. The 13,500 men and women of the 2nd French Armored Division landed in early August and have already participated in harsh fighting in Normandy and in the Argenton region. General Leclerc, who has been fighting since the end of 1940, dreams of restoring national legitimacy through force of arms to a France bruised by 4 years of occupation and collaboration. Eager to see French troops liberate Paris, Leclerc never stops asking his superiors for permission to intervene. In defiance of orders, on August the 21st, he decides to send a reconnaissance detachment to Paris under the orders of the commander de Guilbon. A squadron of light tanks, a squadron of armored vehicles, and an infantry platoon head toward the capital. On the evening of Monday, August the 21st, de Guilbon and his men reach Nogent-le-Roi without fighting. Then, after 24 hours of reconnaissance between Arpajon and the northern region of Rambouillet, he finds contact on August the 23rd near Trappes. In fact, the Germans have organized support points at Trappes, Guyancourt, Châteaufort, Saclay, Massy, Wissous, Villeneuve-le-Roi, and many other cities. The road to Versailles is completely blocked. In Paris, in spite of the truce, the fighting rages on. Resistance fighters must disrupt the movements of the Germans, including tank squadrons that are now considered the archetype of modern tank warfare. The German Panzer V tank, also known as the Panther, combined mobility, firepower and protection.
On August the 21st, Colonel Rol Tanguy applies a new tactic. He puts up a poster on the walls of the capital. Due to the possible reactions of the enemy in retreat, the Parisian population is invited to prevent the armored elements from circulating in Paris by immediately setting up barricades. Men, women, children, young, old, everyone to the barricades. Ici, Simon, il y avait une énorme barricade sur le pont Neuf, constituée de sacs de sable avec des charrettes, des meubles. Une barricade comme celle-là, elle peut arrêter des fantassins, mais elle ne peut pas arrêter des chars. Non, non, elle ne va pas arrêter des blindés directement. Elle va les ralentir suffisamment justement pour que les résistants puissent balancer des cocktails Molotov pour arrêter ces blindés. Et d'ailleurs, dès le 21 août, il y a eu un avis de réquisition qui a été placardé pour permettre de récupérer le maximum d'essence et d'acide sulfurique. Les ingrédients pour faire les cocktails. Les ingrédients de base des cocktails pour permettre de les constituer et d'en fabriquer le maximum et arrêter tout blindé. From August the 22nd, at least 500 barricades were erected throughout Paris. The battle is still raging near the Palais Royal, Place Pereire, Place Saint-Augustin, Place of the Panthéon, Place Maubert, Place of the Chapelle, Rue de Seine, and around the Senate. Finalement, on se rend compte à quel point les résistants, en harcelant les Allemands, ont réussi à les déstabiliser. C'est vraiment une guerre de guérilla sur les arrières de l'ennemi, et ça marche. Et pendant tout ce temps, les Parisiens, eux, ignorent totalement l'arrivée de la 2e DB. Effectivement. On August the 22nd, 1944, at 7:15 p.m., Leclerc receives authorization to move towards Paris. It's time. On August the 23rd, 1944, at 6:30 a.m., the French 2nd Armored Division sets off. The challenge is huge, to move approximately 4,000 vehicles 200 kilometers to Rambouillet. The columns follow two routes, from Sey to Saint-Cyr and from Carouge to Limours. General Leclerc now establishes his headquarters at Rambouillet at 1 p.m. On the evening of August the 23rd, the 2nd Armored Division is approaching the capital, but the city is far from being liberated. In Paris, the barricade strategy is paying off. The Germans shift their strategy to tank patrols. On August the 23rd at 9 a.m., the Germans attacked the Grand Palais, headquarters of the Office of the Central Commissioner of the 8th District. The building catches on fire. On the same day, Adolf Hitler reiterates his orders to von Koltitz. Paris must not fall into the hands of the enemy unless it's first reduced to a pile of rubble. 3 tons of explosives are placed under Notre Dame, 5 tons under the Louvre. The Eiffel Tower, Madeleine, the Palais Royal and the Sacré-Cœur are mined. All the bridges must be blown up and reprisals against the population must be merciless. The Führer has not given up on making Paris the Warsaw of the West. If von Koltitz follows these guidelines, he would kill 500,000 individuals. The clock is ticking for the insurgents. On August the 24th, 1944, in the afternoon, Leclerc sends a small reconnaissance plane to Paris that manages to drop a message in the courtyard of the police headquarters. On the paper, these few words are scribbled in haste. Hold on, we're on our way. At 7 a.m., Leclerc launches the French 2nd Armored Division into battle. He has organized it into battle groups bearing the names of their commanders, the Belote Battle Group and the Langlade Battle Group. They are units composed of infantry, tanks and artillery which will have to combine their forces to progress as quickly as possible. Leclerc is betting on speed. But this forced march toward Paris will not be an easy one. The Germans are waiting in ambush.
Laurent Fournier has extensively documented the work of the 2nd Armored Division. Bonjour Laurent. Bonjour Serge. Explique-moi, quelles sont les intentions stratégiques de Leclerc lorsqu'il donne ses ordres au groupement tactique de l'Anglade, Biot et Dio? Alors il leur demande de foncer sur Paris, de ne pas se laisser accrocher par les points de résistance allemandes et d'investir la capitale pour la libérer. Le but c'est vraiment d'aller à Paris? Absolument. Et ça va se passer comme prévu? Malheureusement non, les artilleurs allemands vont se charger de contrer les plans de Leclerc. On a une image de la 2e DB qui rentre dans Paris avec la fouille en liesse, mais en fait, ce que vous me dites là, c'est que les Allemands avaient bien organisé une défense dans le sud de Paris. Absolument. Alors le 24, le groupement tactique Langlade est à Rambouillet. Le groupement tactique Biot est à Limours. Donc quand de Langlade part à l'attaque, il traverse la vallée de Chevreuse, ainsi de suite, sans encombre, Saint-Rémy, et arrive à Châteaufort. Il rencontre un terrain miné, donc il faut dégager le point miné. Et après, les points durs qu'il va rencontrer, c'est à Toussus-le-Noble, où il va y avoir une forte concentration d'artillerie allemande, et à Jouy-en-Josas, où là, encore une fois, les 88 Allemands vont charger de ralentir la progression de l'Anglade vers le pont de Sèvres. Une fois que le verrou est sauté, ils vont passer par Clamart, et à ce moment-là, Clamart, encore une fois, ils vont rencontrer un petit point de résistance qui va être vite annihilé, et après, ils vont arriver jusqu'au pont de Sèvres. Le soir du 24 août. Le soir du 24 août. En ce qui concerne Biot, par contre, lui, ça va bien se passer jusqu'à Longjumeau. Par contre, à la sortie de Longjumeau, là encore une fois, l'artillerie allemande du 105, du 88, du 115 et du 37 va freiner la progression. Et après, le prochain point dur, ça sera la Croix de Berny, mais aussi du côté de la prison de Fresnes. La progression va reprendre vers Bourg-la-Reine. Et à l'entrée de Bourg-la-Reine, encore une fois, un autre 88 qui vont faire sauter. Mais le soir arrivant, ils vont s'arrêter à la Croix de Berny. Ça signifie qu'au soir du 24 août 1944, les objectifs qui étaient de rentrer dans Paris ne sont pas atteints. Absolument. Blocked at the entrance of Bourg-la-Reine, General Leclerc trembles with impatience. Hailing Captain Raymond Dron, who passes his location, he speaks to him. Le 24 août au soir, le général Leclerc décide d'envoyer le capitaine Dron dans Paris, mais qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit de foncer sur Paris, de ne pas se laisser accrocher, et d'entrer dans Paris et de prévenir les Parisiens que toute la division sera demain matin dans Paris. Ce que je te propose, c'est de refaire le chemin du capitaine Dron à bord de ce half-track. Extra. Alors, par contre, il s'appelle le Guadalajara, il y a un drapeau qui est un drapeau républicain sur le côté. Pour quelle raison Eh bien, à la formation de la 2e DB à Témara au Maroc, beaucoup d'Espagnols, de républicains espagnols vont venir rejoindre l'armée française pour continuer le combat contre les nazis. Et justement, la 9e compagnie, elle est formée d'Espagnols, environ 140 à 150 Espagnols, d'où son nom Nueve et non pas 9e compagnie. Entonces, adelante, allons-y. At 8 p.m. on August the 24th, 1944, Dron leaves the center of Antony. His detachment is composed of approximately 200 men, 2 infantry sections, 3 Sherman tanks, and 1 engineering platoon. The 2 sections of infantry are carried by 12 half-tracks, the first US Army vehicle used in the operation to transport troops. Guided by a young man, George Chevalier, the Dron detachment passes Aix-les-Roses, Cachan, Arcueil, and the Fort de Bicêtre. At 8:45 p.m., it enters Paris through the Porte d'Italie. After fearing the arrival of German reinforcements and then US troops, the Parisians rush upon the men they affectionately call the French men of Leclerc. The welcome is wild. The small troop is submerged by a crowd difficult to ignore. Soon, the tanks are moving up the Avenue d'Italie and down the Boulevard de l'Hôpital. They cross the bridge of Austerlitz, along the Quai Henri IV, and finally reach the town hall at 9:22 p.m.
Captain Dron immediately establishes his forces in the forecourt ready to repel a German attack, and is pleased to welcome the staff of the National Council of Resistance. At 10:30 p.m., the bells of all the churches start ringing. A few kilometers away, Leclerc learns that his captain has fulfilled his mission. Supported by the resistance fighters, the French and the Americans are preparing to fight in the heart of Paris. On Friday, August the 25th, a summer sun shines on the Parisian region. General Leclerc's plan is simple and effective. His main objective is to quickly make the commander of Gros Paris surrender. In other words, cut the head off the German snake. The 4th US Division will clean out the east of the capital, following a line from Porte d'Italie to the Bastille. The Bilotte battle group will have to take over the Jardin du Luxembourg, the Tuileries, and the Meurice Hotel. Leclerc, with his protection squadron, will take a shortcut to reach the Place d'Enfer-Rochereau. The Dio task force by the Porte d'Orléans will have to go check the Chamber of Deputies, the Invalides, the Department of Foreign Affairs, and the military school in order to seize the opportunities south of the Place de la Concorde. The Langlade task force, arriving by the Porte de Saint-Cloud, will need to secure the Concorde Bridge to reach the Place d'Étoile, to bring down the Majestic Hotel and block the avenue of the Champs-Élysées. The tanks of the French 2nd Armored Division will seize the Eiffel Tower, secure the Champ de Mars, and obtain the surrender of the military school. Enrolled in the Free French Forces since June 1940, Fred Moore was a lieutenant in the Moroccan Spahi March Regiment. Grand Chancellor of the Order of the Companions of the Liberation, he remembers these frenzied hours. Vous saviez, vous, quelles étaient les forces qu'il y avait en face de vous? Ah non, si les Allemands étaient retranchés, absolument quel genre d'armement avait-il? Rien du tout. Donc c'était vraiment à l'aveuglette? C'est à l'aveuglette pour moi ce jour-là, bien sûr. À l'aveuglette, on a quand même tiré dedans. Hein. Bon. Mais je ne suis jamais rentré à l'intérieur, ce n'était pas ma mission. Vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur de l'école militaire? Ah, jamais. C'était pas ma mission. Ma mission, c'est de l'attaquer par devant et puis de faire en sorte que l'ennemi se taise s'il y en a. Vous m'avez dit qu'il y avait des traces sur la façade des combats. Il y a encore des traces sur la façade de l'école militaire, des combats qui ont eu lieu ce jour-là? Ah, mais bien sûr. Et vous pouvez me les montrer? Oh là, je ne les ai pas comptés, mais je peux vous les montrer. Je peux vous les montrer facilement. Hein. Oui, je vous propose mon bras et on y va, ensemble. Je ne suis pas obligé de me marier avec vous pour autant. Non, mais bon, ça va. Bon, moi, ça va alors. On y va. Oui, maintenant qu'on approche, ça c'est un impact de 37. D'accord. Vous êtes capable de reconnaître le calibre en plus? Oui, je sais bien. Vous voyez, ouais, ça aussi c'est du 37. Là, pratiquement, je pense que c'est pas du tout du 37 là. C'est très probablement la mitrailleuse. Il y en a beaucoup. Ici, ça a dû tirer pas mal. Ouais. Ça, c'est votre côté. En plus de ça, c'était de votre côté. C'est de mon côté, oui. Comme il est arrivé juste sur la pointe... Oui. Ça a éclaté l'arête, en fait. Vous êtes pleinement responsable des trous qui sont ici, mon colonel. Oui, absolument. Extremely violent, the fighting has also left marks in the interior of the building, in particular in the library. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée de l'école militaire. Le 25 août 1944, il y a des combats très très violents. On a vu les impacts à l'extérieur. Et la bibliothèque, elle, a été également impactée. Elle était au milieu des combats.
Oui, les Allemands occupaient cette bibliothèque et donc les Allemands avaient protégé les fenêtres avec des sacs de sable ou de terre et avaient complété avec des livres. Vous voulez dire que dans les embrasures, en fait, ils ont calé des ouvrages pour se protéger. Exactement. Et donc, certains livres ont été impactés par les projectiles qui venaient de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous avez découvert, vous. Voilà. Quand vous restaurez les livres, vous découvrez régulièrement les cicatrices, finalement. Des combats donc, avec les balles qui venaient de l'extérieur. Et vous en avez donc des exemples particuliers? Donc nous avons retrouvé dans les magasins et dans les vitrines un certain nombre de livres avec des impacts de balles. Certains ont été vraiment ravagés. C'est un impact par le dos. Et récemment, j'ai été attiré par une boîte de conservation où on entrepose et où on met les livres brochés qui sont fragiles. Et j'ai été attiré par ce trou. Donc j'ai ouvert la boîte et le trou continuait dans un livre broché. Donc, bien sûr, j'ai ouvert. Effectivement, le livre a été troué complètement. Et j'ai trouvé cette balle qui était arrêtée dans sa course. Donc, elle est venue de l'extérieur, elle a arrêté sa course, elle a traversé le couvercle de la boîte, elle a arrêté sa course directement dans cet ouvrage. C'est quand même... Et pendant 70 ans, le livre n'avait pas été ouvert, et c'est vous qui l'avez réouvert 70 ans plus tard, 70 ans après la libération de l'école militaire. Les livres ont aussi été les victimes de la guerre, finalement. General Leclerc's forces undertake more of a siege war than a street battle. After an hour and a half of fighting, 200 German prisoners of the military school are gathered in the Champ de Mars bandstand. The crowd is hostile, hateful, ready to lynch the former occupiers. The furious fighting accompanying the fall of the military school is symptomatic of what will happen in the four corners of the capital. Laurent, j'étais au centre d'entraînement en zone urbaine de l'armée française et les instructeurs là-bas m'ont dit qu'en règle générale, pour prendre une ville, il fallait que les assaillants soient 8 à 10 fois plus nombreux que les défenseurs. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé à Paris, puisque la 2e DB ne comptait pas 200 000 hommes. Est-ce que finalement, la grande réussite de l'insurrection et des résistants, c'est pas d'avoir obligé les Allemands à s'enfermer dans des points fortifiés comme les Invalides? Absolument, absolument. La grosse réussite de cette insurrection, c'est d'avoir forcé les Allemands à se retrancher dans des points de résistance bien précis et ainsi permettre à la 2e DB de mieux cibler les endroits à faire tomber, justement. While the German garrison at Les Invalides surrenders at 10 a.m., the men of the 2nd Armored Division are engaged in heavy fighting in front of the Palais Bourbon and the Quai d'Orsay. Donc il y a eu des combats ici tout autour du ministère des Affaires étrangères, Laurent. Ah, effectivement, on est toujours dans le secteur du groupement tactique Dio. Et pour l'attaque du ministère des Affaires étrangères, il y a une colonne de chars appuyée par des soldats du RMT qui vont arriver par cette rue ici. Les soldats vont dans un premier temps longer les bâtiments qui sont là. Après, ils vont se rabattre sous les arbres pour être mieux protégés, pour pouvoir tirer justement sur le ministère des Affaires étrangères. Qui est là-bas. Tout à fait. Donc ici, en fait, les fantassins étaient sous le couvert des arbres derrière nous et ils tiraient sur le ministère des Affaires étrangères qui se trouve là. Ah, tout à fait, il y a des fantassins de chaque côté, derrière les arbres, ça tirait vers les fenêtres et puis les Allemands, eux, depuis les fenêtres, tiraient vers les soldats de la 2e DB. Donc en fait, ici, ça tiraillait de partout. Ah, ça tiraillait de partout, dans tous les sens. Pendant que les fantassins tiraient sur les fenêtres, les chars ont progressé. Et il y en a un qui a défoncé la porte qui était là. À l'époque, donc, il n'y avait pas de parpaing, il n'y avait pas de grille. Il y en a un autre qui est allé plus loin là-bas, qui s'est posté perpendiculairement à l'avenue. Et à ce moment-là, lui s'est pris un coup de Panzerfaust. Les 5 membres d'équipage ont réussi à s'échapper, avec des brûlures et puis quelques contusions. Mais ils étaient indemnes? Ah, tout à fait, ils étaient indemnes, oui. Allons-y. At Rue des Archives, Captain Dron and his soldiers will have to fight to seize the telephone exchange that the Germans are threatening to blow up. Near the Place d'Étoile, the Langlade task force attacks the Majestic Hotel, whose garrison will surrender to Colonel Massou.
From time to time, a few German tanks dare to leave their support point without the support of infantrymen for protection. That's what happened in the Luxembourg Gardens, where a Panther is destroyed on the Rue de Médicis. German tanks parked in the Tuileries Gardens also take up a bloody mission. Oh, les Allemands viennent de tirer sur la foule qui entoure les chars depuis la place de la Concorde. On a senti le souffle de l'obus sur le visage. Les gens maintenant sont touchés. Les gens sont couchés. Ils sont couchés d'ailleurs avec beaucoup de sang-froid au milieu de l'avenue Champs-Élysées. Et il y a des bicyclettes abandonnées qui jonchent l'avenue. Oui, il y a un pompier là-bas. Vous voyez, le pompier, il est touché sûrement. Il est touché, oui, il vient en moto. Ce camarade le prenne. Sa jambe qui reste au milieu de la chaussée. C'est la jambe de ce pompier blessé qui reste au milieu de la chaussée. Ah oui, il continue à tirer. Ce camarade le prenne, il y a certainement beaucoup de blessés et des morts. Il y a des morts. Regardez les brancardiers. Voilà les brancardiers là-bas. Vous voyez le prêtre? Ils agitent leur drapeau. Et le 25 août 1944, la place de la Concorde a été le théâtre d'un combat de chars? Effectivement. Juste à cet endroit-là, il y a un Panther qui était stationné là, en face des Champs-Élysées. Et il s'est fait descendre par des blindés de la 2e DB. C'est incroyable. Et ce char, Panther, faisait partie d'une section de 5 chars qui se trouvaient stationnés dans le jardin des Tuileries. Il y avait donc 2 Panthers qui étaient à droite côté Seine et il y en avait 2 autres qui étaient côté gauche, côté Rivoli. Mais pourquoi avoir mis autant de chars dans un si petit espace? Tout simplement pour protéger von Choltitz qui avait pris ses quartiers dans l'hôtel Meurice, justement rue de Rivoli qui se trouve là. Ici même? Ici même. At the Tuileries, 6 armored vehicles, including 4 Panther tanks and some 20 trucks, are destroyed. 160 vehicles and 350 men are captured. At 11 a.m., Colonel Bilotte sends an ultimatum to the commander of the Gros Paris, but von Choltitz won't surrender without a scrap of honor. They're going to fight. Bilotte attacks the Meurice Hotel at 2 p.m. After violent fighting, during which the 2nd Armored Division loses 5 men, the Meurice finally falls. It's 2:40 p.m. The Kommandantur located at the Opera Garnier also falls. At 3:45 p.m., at the police headquarters, General Leclerc receives the surrender of General von Choltitz. Immediately after the signing, the 2 men go to the headquarters of Leclerc at Gare Montparnasse, where they work out the details of the capitulation. Joint parliamentary missions to implement the surrender are established. They include an officer from the French 2nd Armored Division, a German officer and an officer of the FFI. Starting at 4:30 p.m. on August the 25th, 1944, the emissaries carry the ceasefire order to areas where the fighting continues. August the 26th, General de Gaulle is at the Arc de Triomphe to revive the flame of the unknown soldier. The Parisians are outside en masse. It is a party of opportunism because there are more fence-sitters there than real resistance fighters. Despite the capitulation of von Choltitz, the Germans have not yet given up. On the night of August the 26th to the 27th, the German Air Force launches its last important operation in France. 108 Luftwaffe aircraft bombard Paris. 9 districts as well as several communes in the close outer suburbs are affected. The death toll is dramatic. 189 victims, 890 injured, and 372 buildings destroyed. The battle for Paris will have produced more than 6,000 dead, including resistance fighters, civilians, Allied soldiers, and Germans. The French and the Americans must still fight to secure areas north of the capital. The bombardment of Paris by the Luftwaffe and the fierce resistance of the soldiers of the Wehrmacht reveal the mentality of the Germans at the end of August. Paris is not the pile of rubble that the Führer wanted, but the generals of the Reich have shown they will try to block the Allies' advance to the very end. On Tuesday, August the 29th, 1944, GIs from the 28th US Infantry Division parade on the Champs-Élysées. This is not the classic parade Parisians are accustomed to. The men are aligned in compact blocks. They constitute an incredibly dense mass.
Every soldier is shouldering a rifle with fixed bayonets and backpacks. They do not celebrate, they march. It's not a parade, it's a deployment. These men are going to the front. Many other battles will take place in France before the Allies reach Strasbourg and the edges of the Rhine. Berlin does not fall until May 1945. The Second World War is still far from over.